l'Algérie française et le royalisme. Je vais présenter un peu ce sujet. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire d'Algérie ou pas. Donc, l'occasion de cette conférence, c'est un livre que m'a prêté Fabien, et je l'en remercie beaucoup. C'est extrêmement intéressant. Donc, c'est la contre-révolution en Algérie, donc présenté par Claude Mouton et qui rapporte en fait l'action et la vie de Robert Martel, qui était un Français qui vivait dans la plaine de la Mitidja autour d'Alger et qui s'est battu pour l'Algérie française du début à la fin et qui était contre-révolutionnaire. Donc ça m'a vraiment très intéressé parce que c'est une part de l'histoire de l'Algérie que je ne connaissais pas, et qu'on ne nous apprend pas. Alors pourquoi ça me touche beaucoup ce sujet, c'est que je suis moi-même pied noir, enfin, du côté de ma mère. Je ne suis pas né en Algérie, mais évidemment, mais mes parents, mais du côté de ma mère, tout le monde est pied noir. Mon épouse aussi, du côté de son père. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas là, mais Fabien est aussi pied noir, Arnaud est aussi pied noir. Et on a aussi un certain nombre de personnes à Nice, etc., qui sont pieds noirs. Dans la famille, on a eu des amis harkis. Enfin, donc c'est un sujet qui, pour moi, était le premier sujet, disons, d'éveil politique, du fait de la mémoire familiale. Et Grégory est courageux d'être venu en personne, puisque la seule fois de ma vie où j'ai failli en venir en main avec quelqu'un, c'est sur ce sujet. Quand j'avais eu 18 ans, enfin, quand j'avais 18 ans, j'avais fait une présentation à des camarades de classe sur ce sujet, juste en présentant la mémoire familiale, parce que moi, j'avais entendu dans la famille. Et je me suis fait mon premier ami politique, véritable. J'ai dû, voilà, il avait insulté mes grands-parents, en fait. Donc, je n'avais pas trop supporté à l'époque. J'avais 18 ans, hein, donc c'est la première fois aussi que je n'avais pas réalisé que ça pouvait éveiller des passions comme ça, quoi. Je racontais juste l'histoire qu'on m'avait racontée. Et je me suis rendu compte que bah, ça passait pas forcément pour certaines personnes. Donc, aujourd'hui, je vais présenter un peu ce sujet. Alors, je me suis rendu compte que un premier message que j'aimerais passer à tous ceux qui sont pieds noirs ou qui ont un rapport avec cette histoire d'Algérie française, c'est qu'en fait, c'est vraiment très lié au combat aujourd'hui, disons, légitimiste et contre-révolutionnaire, et que on le voit pas souvent sous cet angle, mais que ce qui s'est passé à ce moment-là, là-bas, a été vraiment un combat entre le même combat qui se passe depuis la Révolution, entre la Révolution et la contre-révolution. Donc j'ai essayé de présenter un peu ça, et ça cristallise vraiment toute cette contradiction qu'on a depuis 2 siècles en France entre un État qui est en règle générale est très révolutionnaire, et depuis la Troisième République toujours révolutionnaire, et très révolutionnaire, très laïcard, très franc-maçon, etc. Et l'autre France, la France éternelle, et celle qui était jusque dans les années justement 60 ou 70, qui était encore la réalité de la société française. Dans ses structures, une société encore très paysanne, très chrétienne, qui avait toutes les structures classiques. Et on le sent très bien là-dedans. Donc la première partie, juste je vais rappeler quelques éléments de l'histoire de l'Algérie et de la France. L'Algérie, la conquête d'Alger s'est faite en 1830 par Charles X, donc le dernier roi de France sur le trône. Et à partir de là, la raison au départ était, comme vous savez, l'Algérie n'était pas un pays constitué. Il y avait un Dey à Alger qui était le représentant de l'Empire ottoman. Et depuis des siècles et des siècles, c'était aussi le repère des barbaresques, donc plus ou moins des navigateurs, des pirates turcs ou musulmans, et qui faisaient souvent des raids et qui pouvaient enlever des chrétiens sur les côtes. Et donc il y a toujours eu une guerre larvée entre les deux côtés de
la Méditerranée sur ce point, et en 1830, du fait d'une histoire diplomatique, la Restauration, le roi Charles X décide d'aller chasser le dé d'Alger et de se débarrasser de ce problème des barbaresques. Ça se fait très vite. Alger est conquise. Ensuite, il y a la révolution de juillet en France. Ça devient la monarchie de juillet. Et puis, disons, jusque dans les années. Et ensuite, il y a la conquête, disons, de toute la côte qui va se faire sur plusieurs décennies, très longuement. Donc, je ne vais pas revenir sur cette histoire. Mais la première grande étape qui va marquer ensuite, après la conquête, la bande appartenait en fait à l'Empire ottoman et ensuite c'était divisé entre de nombreux clans. Il y avait les Touaregs dans le désert, il y avait les Kabyles, donc les Kabyles sont des Berbères, qui sont ethniquement très différents et culturellement très différents de la population arabisée, qui était plutôt sur les côtes ou plutôt sur Alger. Bon, bref. Donc il y avait des guerres de clans, il y a des clans qui se sont ralliés très vite à la France pour se débarrasser des Turcs. Il y a eu Abdelkader qui a résisté, qui est célèbre, et qui s'est très bien battu, puis qui à la fin a reconnu sa défaite et puis a protégé les chrétiens quand il était lui-même en exil du côté du Liban, si ma mémoire est bonne. Alors, première étape, et alors c'est ça que j'aimerais aussi exposer, c'est qu'on va voir toute la contradiction entre les deux France en Algérie. C'est-à-dire que ça part sous la Restauration, et puis en fait, à partir de 1870, donc avec la Troisième République qui commence, on a un premier décret, donc le décret Crémieux, qui fait que tous les Juifs en Algérie deviennent citoyens français, mais à ce moment-là, tous les indigènes, comme on disait, n'étaient pas citoyens français, ils étaient sujets français. Cette situation va durer jusqu'en 1958 en fait. Et donc à partir des années 1850, 60, 70, une grande immigration européenne arrive en Algérie, et donc de toutes les nationalités. Donc il y a des Français évidemment, il y a des Alsaciens, beaucoup d'Alsaciens après la défaite de 1870. Il y a beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Maltais, en particulier. Par exemple, ma famille venait d'Espagne au départ et ils sont arrivés dans les années 1870. Donc il y avait 5 générations qui ont vécu là-bas. Et donc il y a un peu de tout. Pour dire très simplement aussi comment ça se passait, enfin il y a eu 3 départements en Algérie. Il y avait l'Oranie à l'ouest, l'Algérois donc autour d'Alger, et puis le Constantinois à l'est. Et plus on allait vers l'ouest, plus la population européenne était importante. Et donc le Constantinois, à part les grandes villes, il y avait très peu de population européenne. L'Algérois, il y avait Alger était très européanisé, mais les campagnes beaucoup moins. Et l'Oranie, même dans les campagnes, on était à 50-50 à peu près au niveau de la population. Au début des événements en 1956, on avait une population de 8 à 1, donc à peu près 8 millions d'indigènes, enfin de personnes d'origine d'Afrique du Nord et 1 million d'Européens. Et donc voilà, ça c'est la situation générale. Mais donc les causes profondes, la première point que j'aimerais aborder, c'est les causes profondes de l'échec en Algérie. C'est-à-dire que, et ça suit, c'est-à-dire le double, disons, les deux politiques contradictoires au niveau de ce qu'on appelle la colonisation. C'est-à-dire qu'on a d'une part une colonisation étatique qui était excessivement révolutionnaire et républicaine. Donc, par exemple, dès le départ, le réflexe, disons, révolutionnaire, en fait, la Révolution a fait dans ces colonies exactement ce qu'elle a fait en France en 1789 et dans les années qui suivent. C'est-à-dire supprimer tous les particularismes, toutes les coutumes, et imposer une structure administrative ex nihilo, qui se fondait sur à peu près rien, donc mettre en place un état civil, forcer un cadastre, etc., etc. Et ça, l'État faisait ça.
Et de l'autre côté, il y a eu toujours en Algérie aussi une vraie... voilà, il faut savoir que c'était des terres extrêmement euh, arides qui n'étaient pas du tout exploitées. C'était très vide et comme on dit, les colons qui étaient dans la plaine de la Mitidja, etc., sur 5 générations, en ont fait des terres très fertiles. Et par exemple, au début du XXe siècle, une grande partie du vin français était produit là-bas. Il y avait beaucoup d'oliveraies. Donc il y a eu un travail des colons qui a été très fort. Et c'est aussi ça qui a rendu la fin très difficile, parce qu'il y avait des gens qui étaient là depuis 5 générations quand même. Et, euh, et puis, euh, et puis en fait aussi, ça c'est comment c'est ma mémoire familiale, euh, il y avait une très bonne entente avec la population locale en fait. Euh, de plus on oralise, je pense, qu'en constantinois, mais c'est ça qui a rendu cette guerre civile excessivement difficile pour les gens qui l'ont vécu. Donc bon, je ne vais pas m'étendre sur ça, parce que la mémoire familiale raconte beaucoup de choses. Mais voilà, une première cause de l'échec, c'est cet aspect révolutionnaire qui faisait qu'on violentait la réalité qui était sur le terrain. Et donc, en ce sens-là, par exemple, ce qui s'est passé en Algérie a été très différent de ce qui s'est passé au Maroc. Au Maroc, c'était euh, l'IOT qui a rendu, qui a mis en place un protectorat. L'IOT était légitimiste d'ailleurs, et il n'a pas cherché du tout à changer la réalité qui était sur place. Il n'a pas supprimé la monarchie marocaine. Ça a pris la forme d'un protectorat. Par exemple, en Algérie, ce n'était pas du tout le cas. Bon, l'Algérie, évidemment, il n'y avait pas de structure politique préexistante à part la domination turque sur la côte. Donc, il y a cette différence-là aussi. Mais bon. Mais l'autre cause très différente, et là, on a vraiment le combat entre la France et l'anti-France qui se met en place, c'est que la Troisième République impose à l'Église, avec, dans le contexte du ralliement de Léon XIII, avec un épiscopat sur place qui accepte de faire ce compromis, de ne pas évangéliser l'Algérie, de ne pas faire de mission. Et ça, c'est la cause profonde et lointaine de tout l'échec qui se passe en Algérie. C'est exactement la même chose que ce qui se passe finalement en France métropolitaine, avec la laïcité et le refus d'accepter la religion dans la place publique et d'évangéliser les parties de la France qui ont été déchristianisées déjà à l'époque. Enfin, il y avait des missions qui se passaient au XIXe siècle, mais c'était toujours refusé par l'État. Et la particularité de l'Algérie, c'est que c'était officiellement reconnu qu'il n'y aurait pas de mission parmi les musulmans. Et ça avait été à l'époque une sorte aussi d'échange, c'est-à-dire en Algérie, il n'y a pas de mission, mais la République, la Troisième République, laisse les mains libres à l'Église en Afrique noire. Il faut savoir que c'était quand même quelque chose d'excessivement grave hein, de refuser cette évangélisation, puisque autant l'Afrique noire, à part l'Éthiopie, n'a jamais été chrétienne, autant là on parle de l'Ancien Empire romain, qui a été une des premières chrétientés, avec Saint-Augustin. Les Kabyles qui étaient berbères étaient tous chrétiens avant d'être musulmans. Et ça a été des invasions turques et ottomanes, ensuite, enfin des invasions d'abord arabes, et ensuite plus tard turques, et qui ont arraché cette partie-là à la chrétienté et à la romanité. Donc il y avait aussi un vrai enjeu civilisationnel de ce côté-là. Bon. Ça, c'est la cause lointaine, profonde. C'est un premier point que j'aimerais vraiment souligner que c'est très important. Et d'ailleurs, Charles de Foucault, au début du XXe siècle, l'a dit plusieurs fois, c'est que s'il n'y a pas d'évangélisation, il ne faudra pas s'étonner que ça finisse mal. Et c'est ce que dit Robert Martel à un moment donné de façon très intéressante, c'est que, et ça souvent on entend les gens algériens français qui disent ça, et c'est pas faux, que la France a apporté toutes les infrastructures, les hôpitaux, les routes, qui existent encore aujourd'hui en Algérie, et tout ça c'est vrai. Et ce que dit Robert Martel, c'est effectivement, on a peut-être apporté une certaine prospérité matérielle, mais on a aussi apporté tous les vices de la République,
et sans apporter la vérité de l'Évangile. Donc là, il y avait une faute qui était très coupable. Et là, ça vient vraiment de la forme républicaine de l'État qui a empêché de faire ça et qui a imposé des institutions euh, qui ne prennent pas en compte la réalité. Donc on a fait de l'Algérie 3 départements qui étaient censés être, qui étaient en droit du territoire français comme Marseille, comme n'importe où en France, sauf qu'on avait on avait des sujets français, des citoyens français, on avait un double régime, c'était complètement... il y avait déjà cette injustice de fait scandaleuse, et qui a créé tous les germes de ce qui s'est passé dans les années 50, après la guerre, enfin je veux dire à partir de 1954. Première cause, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu d'évangélisation, qui a été refusé. Deuxième cause, c'est le fait des institutions républicaines qui ont installé, de fait, une sorte de situation scandaleuse à deux vitesses qui, en plus, n'était pas demandée par les populations locales. C'est ça qu'il faut. Et aussi, d'autre part, je précise cette anecdote, c'est que quand Abdelkader a perdu, quand les chefs de clan ont perdu, ils ont proposé de se convertir, parce que c'était un peu... la coutume, c'est que le perdant prend la religion du vainqueur. Ça a été refusé. Non, non, gardez votre religion. C'est pour dire que ça vient de loin. Voilà, donc ça c'est un fait, je pense, très important. Très important. Après, un second fait, c'est que à partir de 1954, effectivement, le donné de base n'était pas bien parti, mais que on pense souvent voir, et d'ailleurs on nous dit que c'était inéluctable que l'Algérie devienne indépendante et que ça ait fini comme ça. Comme toujours dans l'histoire, il y a rarement des choses qui sont inéluctables. Et on se rend compte, plus ça va, plus je me rends compte, c'est à chaque fois qu'il y a des guerres ou des choses violentes, ça vient pas de nulle part et ça vient de très loin. C'est-à-dire que pour avoir une guerre, il faut vraiment que des gens veulent la guerre. Hein. Parce que les populations ont une telle aversion à la guerre, on n'a tellement pas envie de se retrouver en situation de guerre, que pour que que ça devienne une guerre, pour que ça devienne un conflit ouvert, c'est que vraiment on a poussé au conflit et qu'on a voulu du conflit. Et en ce sens-là, ce qui se passe à l'époque ressemble excessivement dans les techniques, dans les manœuvres, dans les ambiances à ce qui se passe aujourd'hui, comme ce qu'on a vécu pendant, que ce soit le Corona, les Gilets jaunes, enfin, toutes ces manipulations d'informations qu'on amène, enfin, voilà, où tout est fait, on a l'impression qu'on met de l'huile sur le feu, qu'il suffirait de prendre quelques mesures de bon sens pour calmer les choses, mais qu'au contraire, on fait des choses qui accentuent les problèmes de fait qui existent. Donc là, par exemple, en Algérie, c'était le fait qu'il n'y avait pas d'évangélisation, le fait que les institutions étaient injustes, etc. Ben, au lieu d'avoir quelques mesures très simples, ben, on met de l'huile sur le feu, on accentue les égoïsmes, etc. Bon. Et je vais prendre quelques exemples. Mais l'autre chose qui est très intéressant, c'est que 54, enfin, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout remarqué, mais qui, en fait, apparaît assez clairement quand on regarde un peu de loin l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie était un enjeu déjà mondialiste à l'époque. C'est-à-dire que l'Empire français en général et l'Algérie en particulier était un obstacle au projet européen. Et donc, il fallait que la France perde ses colonies pour pouvoir mettre en place le projet européen. Et il y a aussi, tout commence, enfin tout s'accélère quand on commence à découvrir du pétrole dans le Sahara. Et ça, clairement, ça accentue, disons, enfin, la décision qu'il faut que l'Algérie, on se débarrasse de l'Algérie. Autre chose très intéressante dans ce livre, et c'est là où on remarque, c'est que tout ce à part tout à la fin, enfin, ça finit vraiment très mal. Hein. La guerre française, franchement, c'est une guerre fratricide, de Français entre Français, de massacres entre Algériens. Je reviendrai tout à l'heure, mais sur ces quelques points. Mais que à part à toute fin, enfin, vraiment rien n'indique que ça finirait comme ça. Les populations n'ont pas envie de se battre. Les populations indigènes ne veulent pas se révolter contre la France, et on se rend compte
que le FLN, etc. Bon, premièrement, le FLN, hein, qui aujourd'hui est au pouvoir en Algérie, était une frange excessivement minoritaire parmi les nationalistes algériens. Ils n'ont existé que juste un peu avant 1954, et ils étaient excessivement mal vus par les nationalistes traditionnels, disons, donc le mouvement nationaliste algérien, etc., des années 1930. Et c'est eux qui ont été armés, soutenus, en fait, par les pouvoirs français, enfin républicains. Euh, Tout était fait pour les aider à les organiser. Tout était fait pour ne pas réprimer tout au début, quand il y a quelques attentats terroristes, ben, on ne cherche pas à régler les attentats terroristes. On envoie juste quelques policiers pour enquêter, alors qu'il y avait plein d'armées sur place, on n'envoie pas l'armée. On ne cherche pas à aller démanteler les réseaux juste de l'autre côté de la frontière tunisienne, alors que c'était excessivement facile de le faire. Ben, tout est fait pour laisser la main libre euh, à ces réseaux terroristes, à empêcher du côté algérien de l'organisation de mouvements de milices ou quoi qui auraient pu protéger dans les campagnes, et de mettre cette ambiance, en gros, faire comprendre aux indigènes que l'État français, enfin que l'État républicain ne les protégera pas, donc ils sont à la merci des terroristes FLN. Et cette situation-là commence à partir de 54 et des attentats d'octobre, ça se dégrade, ça se dégrade. Et donc la première grande date de cette dans la guerre d'Algérie, ceux qui sont plus noirs, on appelle toujours ça les événements. Ça commence à la Toussaint rouge d'octobre 54 avec des attentats un peu dans plusieurs endroits d'Algérie, des assassinats. Et jusqu'à 56, il y a ça pourrit un peu dans l'œuf, ça se dégrade. Et en fait, ce qui va déclencher mais la population va quand même se mettre à résister. Et en 56, Guy Mollet, qui est le président du conseil, qui passe à Alger, se fait tomater, enfin on lui lance des tomates dessus, et ce qui n'était pas prévu et qu'ils n'ont pas réussi à contrôler. Et à partir de là, le gouvernement socialiste de l'époque va envoyer le contingent en Algérie. Parce que c'était, d'un point de vue public et d'un point de vue de discours, il disait que l'Algérie était française, que l'Algérie allait toujours rester française. On connaît bien la phrase de Mitterrand à l'époque de la France du Pas-de-Calais à je sais plus où, à Dakar, je sais pas quoi. Enfin bref, c'était le discours, c'est que jamais Algérie allait évidemment être indépendante. C'était inimaginable à l'époque. Mais en fait, c'était ce qui était prêt, enfin, c'était ce qu'en fait, en sous-main, on voulait provoquer. Sauf que la résistance sur place s'est fait plus forte que prévu, donc on envoie le contingent. Et de 56 à 58, la situation militaire s'améliore, mais tout est fait, pareil, dans le gouvernement de la 4ème République pour soutenir la rébellion, et il n'y a pas de volonté politique en fait de gagner la guerre. Euh, et il se passe un grand mouvement, et ça c'est très intéressant, c'est le 13 mai 1958. Il y a une sorte d'insurrection générale qui se passe à Alger. Et ce Robert Martel a été important là-dedans. Ils ont pris le gouvernement général, et l'armée qui était là n'a pas bougé, n'a pas tiré sur la foule. Et au contraire, en fait, l'insurrection populaire a demandé à l'armée de prendre le pouvoir. Et l'armée a pris le pouvoir en Algérie à ce moment-là. Il y a eu en fait et ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu par le pouvoir. Ils voulaient une provocation, mais ils voulaient ils auraient aimé que l'armée tire sur la population et que ça crée un clivage. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1958, il y a pas, il y a des assassinats d'Européens par le FLN, mais inversement, il n'y a pas eu de ratonnade, il n'y a rien eu de ce genre-là. Tout a été fait, enfin, il y a eu une résistance, il y a eu beaucoup de tentatives d'appel à la provocation pour créer une sorte de division entre les populations européennes et les populations indigènes. Mais jusqu'en 58,
ça n'a pas fonctionné. Et en 1958, l'armée prend le pouvoir en Algérie. C'est très intéressant ce qui s'est passé là, parce que c'est vraiment la réalisation du coup de force tel que l'avait appelé de ses voeux Maurras au début du XXe siècle. Donc le coup de force dans le sens où c'est pas un coup d'État, c'est-à-dire qu'il y a la population qui demande à un corps légitime dans l'État, qui est l'armée en l'occurrence, de servir le bien commun. Donc l'armée prend le pouvoir à Alger, il y avait le général Salan, il y avait d'autres généraux, et sauf que le général Salan, sous pression de son entourage, alors même que toute la population en Algérie le déteste, enfin ne l'a pas dans son cœur parce qu'il se souvient bien de la Seconde Guerre mondiale, il dit vive De Gaulle. Et donc il ouvre la porte en fait au retour de De Gaulle. Et en quelques mois, De Gaulle revient, va fonder la Ve République et est appelé là pour sauver l'Algérie. Et c'est De Gaulle qui va enterrer l'Algérie, malgré une victoire militaire complète sur le passage. Et là, j'aimerais souligner quelque chose parce que moi, j'étais, disons que, voilà, vu cette mémoire familiale, De Gaulle, c'était pas l'ami dans la famille. Bon. Après, voilà, je reconnais très bien que c'est d'un point de vue diplomatique. Après, il a fait des bonnes choses, c'est pas la question. Mais pourquoi tout pied noir, à un moment donné, devrait devenir facilement royaliste ou légitimiste, c'est que tout pied noir a dans sa mémoire la trahison politique complète. C'est-à-dire que De Gaulle a été appelé au pouvoir pour sauver l'Algérie, et en particulier, il y a ce fameux discours de juin 58, où il dit « Je vous ai compris », et je vous ai compris, mais paf, voilà. Et bon, ça, voilà. Après, certains diront, évidemment, mais l'Algérie devait être rendue indépendante, etc. Certes, mais ce qui est encore plus impardonnable, c'est peut-être pas... C'est la façon dont ça a été fait aussi. C'est-à-dire que même si par hasard l'indépendance était une obligation, l'indépendance a été donnée... Il y a pas... Alors, je rappelle juste pour la fin, il y a eu une victoire militaire complète sur le terrain, et la négociation a été faite entre la frange la plus terroriste des indépendantistes, sans appeler à la table de négociation les mouvements nationalistes classiques, traditionnels, qui étaient beaucoup plus modérés. Et de l'autre côté, on les a fait discuter, pas avec les représentants des Européens en Algérie, mais avec ceux qui voulaient se débarrasser aussi de l'Algérie. Et donc, on a eu une victoire militaire, et en fait, on en a fait une défaite politique complète. Enfin, c'est l'Indochine en puissance 10. Et ce qui est surtout terrible, c'est qu'après, la fin a été faite, enfin, a été terrible. C'est-à-dire que bon, tous les Européens sont partis très vite, mais on a surtout abandonné, la République française a abandonné les harkis, qui étaient donc tous les supplétifs qui sont battus pour la France à ce moment-là, et que, évidemment, du côté algérien, ils étaient vus comme des traîtres. Donc, ils se sont fait massacrer par les nouveaux dirigeants algériens qui sont arrivés. Et ce qui est impardonnable, c'est qu'ils ne sont pas fait juste massacrer comme ça. C'est qu'il y avait l'armée française qui était sur place et qui n'a pas bougé. Elle avait ordre de ne pas bouger. Et il y a plein d'histoires vraiment de règlements de compte, de gens qui sont brûlés vivants avec du mazout, et puis juste devant un camp militaire français, et les militaires ne bougent pas. Et pire, il y a même histoires pires que ça, et moi, enfin, voilà, c'est ça qui est vraiment impardonnable. Moi, dans ma famille, il y a des amis harkis, c'est qu'il y a même des officiers, quand même, des sous-officiers qui ont désobéi, et qui ont quand même essayé de sauver leurs supplétifs, qui les ont évacués d'Algérie, qui les ont amenés à Toulon ou à Marseille. Il y a des histoires où ces supplétifs harkis qui arrivent là sont renvoyés sur place. Donc ils sont envoyés à la mort, quoi, en fait. Hein. Et ça on peut le tourner dans tous les sens qu'on veut. Il n'y a pas de calcul politique à long terme, tout ça. Ça c'est juste une faute excessivement grave. Donc il faut pas. Voilà. Et donc ce qui doit être la puce à l'oreille par rapport à De Gaulle. Mais enfin.
Et donc que tous les pieds noirs ou ceux qui ont vécu quelque chose par rapport à ça ont vécu, on va dire, des visus, des trahisons politiques massives et publiques à cette époque. Donc il y a une sorte de méfiance par rapport au pouvoir républicain, je pense, quand on est pieds noirs, juste du fait que de ce qu'on a vécu, quoi. La personne qu'on a rappelée pour faire le travail de sauver le trahi, il ne fait pas simplement que trahir, euh, plus que les Européens qui étaient là-bas, les Harkis l'aiment encore moins. Et puis derrière, tout ce qui a été vécu en France après, hein, parce que l'accueil en France, enfin en métropole en 1962, était pas joyeux, pas très joyeux. Hein. Voilà. Mais voilà, donc ça, bon. Mais ce qui est très intéressant, et ça, donc je reviens à ce Robert Martel, et c'est que lui, alors ça, je ne savais pas que ça existait, mais c'est que dès l'époque, il y a eu ce combat contre le c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement très important. Bon, finalement, d'un point de vue politique en Algérie, il y avait la même chose qu'il y avait en métropole. Donc il y avait des communistes, aux royalistes d'Action française et aux contre-révolutionnaires. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait un mouvement vraiment contre-révolutionnaire qui a fait le 13 mai 1958, et il voyait le 13 mai 1958 comme un contre 14 juillet 1789, où là, et qui se fondait vraiment sur la réalité de l'Algérie à l'époque, donc il se fondait vraiment sur les corporations locales, donc euh, les colons de la Mitidja, je sais pas moi, les boulangers, enfin, toutes les corporations et tous les réseaux ensuite qui vont devenir clandestins plus tard ou pas, se fondaient sur des réalités familiales et de corporations qui étaient vraiment ancrées localement. Et quand on lit ça, c'est incroyable. Enfin, on serait incapable de faire ça aujourd'hui puisqu'il n'y a plus, ça n'existe plus, ces réalités, ces sociétés naturelles n'existent tout simplement plus dans la société française aujourd'hui. Mais on réalise à quel point il y avait des sociétés, enfin, il y avait encore des réalités naturelles puissantes et qui étaient d'une résistance exceptionnelle. Quand on réfléchit contre ce que la guerre d'Algérie a duré de 1954 à 1962, en fait, c'est incroyable. Vu tout ce qui a été mis en œuvre pour jeter l'Algérie, c'est incroyable qu'il y ait autant de résistance finalement. Et autre chose, quelque chose qu'on réalise à ce moment-là, c'est que je pensais que la dernière possibilité de restauration ratée en France était 1873, mais en fait, on réalise que c'était en fait pas 1873, mais que c'était 1958. Il y a eu vraiment en 1958, le régime, la République a failli tomber. Et en fait, elle est tombée, la 88 qui est tombée. Il y a eu un coup de force. Il y a eu l'appel, vraiment comme Maurras, il y a eu un appel d'un général qui aurait pu être un Franco, par exemple, mais qui a été De Gaulle, et qui, au lieu de faire une contre-révolution, a installé la révolution. Et finalement, après ça, c'est le dernier moment dans l'histoire contemporaine de la France jusqu'à aujourd'hui, il y a une vraie possibilité de restauration morale, etc., ou restauration religieuse qui se passe et qui est ratée. Et c'est intéressant parce que quand on lit les mémoires de Jean-Marie Le Pen, ça répond un peu, c'est-à-dire qu'en métropole, il se passe quelque chose de très, au même moment, de concomitant, c'est le mouvement Poujade, etc., qui est le mouvement de tout la petite et moyenne paysannerie, la petite et moyenne, tous les artisans, tous ces petits gens qui étaient encore très très nombreux à l'époque. Et le mouvement Poujade en métropole euh, est devenu excessivement puissant et ça arrive au même moment que ce qui se passe en Algérie. Et ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte que, par exemple, Robert Martel avait vu ça et il aurait voulu que les deux mouvements se agissent en même temps. Et ça ne s'est pas passé au moment du putsch de 1961. Le putsch de 1961 a été la dernière possibilité ratée disons, de faire basculer la vapeur. Et ah, je vais ouvrir. Quelqu'un arrive. Excusez-moi. Emmanuel est arrivé.
J'ai parlé donc, oui, de la restauration manquée de 1958 et que vraiment si cette restauration a raté, c'est vraiment du fait de De Gaulle. Hein. Parce que en fait, on se rend compte aussi, et ça c'est un autre point, je pense, un fait assez important, c'est que la fin de l'armée française, c'est la guerre d'Algérie. Hein. 1958, surtout 1961. Après ça, l'armée française va toujours décliner et elle a été tuée dans l'œuf par De Gaulle en 1961 quand il y a eu ce putsch raté, enfin ce putsch qui s'est fait et qui a fait pff, en l'espace de 10 jours, parce qu'il y a De Gaulle qui a dit en gros, si vous allez dans le putsch, vous êtes un traître à la nation. Et en même temps, en fait, ça a mis tous les officiers devant une sorte de dilemme de conscience. Soit ils devenaient traîtres à la nation parce qu'ils étaient dénoncés par le général qu'ils avaient eux-mêmes rappelé au pouvoir juste 2 ans après, soit ils trahissaient le serment qu'ils avaient fait à tous les gens qu'ils protégeaient et à leurs supplétifs, parce qu'en 1958, l'armée a fait le serment de protéger les populations et de ne pas partir et de rester là. Donc il y a une sorte de dilemme de conscience et qui a tué moralement l'armée. Et en plus de cet assassinat moral de l'armée, il y a eu tout simplement aussi l'épuration constante qui se fait depuis 1954 pour muter systématiquement tous les officiers, tous les sous-officiers qui sont bien en fait. Pour pas que, juste parce que la grande peur du régime à l'époque, l'armée était puissante, même si depuis le début du XXe siècle, avec l'histoire des fiches, tout ça, elle avait été bien noyautée par les généraux, des généraux francs-maçons et tout ça, et qu'elle était très républicanisée, et que même les bons généraux avaient ce réflexe républicain. Mais en fait, ils étaient quand même des militaires, il y avait quand même beaucoup de bons éléments, et clairement, ce qu'avait peur le régime à l'époque, c'est ce qui s'est passé en 1958, c'est-à-dire une alliance entre l'armée et la population. Et là, ils ne contrôlaient plus rien, donc ils ont sorti la carte de Gaulle. Et ce qu'il analyse, ce qui est très intéressant, c'est que le grand drame de cette contre-révolution, et ça c'est la grande différence avec notre époque, c'est qu'il n'y avait pas de roi incarné. C'est-à-dire qu'après De Gaulle, la carte du régime, c'était le comte de Paris. Hein. Si De Gaulle ne fonctionnait pas, ça ne les aurait pas dérangé de mettre le comte de Paris, de faire une vraie fausse restauration à l'orléanisme, qui aurait été aussi révolutionnaire que De Gaulle. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, je résume ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Donc, la cause profonde de l'échec en Algérie, c'est le refus de l'évangélisation. C'est les politiques révolutionnaires qui ont été faites sur place par les institutions. Ça, c'est les causes lointaines et fondamentales. Ensuite, une autre cause, c'est, et ça, on est dans la même ligne enfin, on est dans le développement aujourd'hui, c'est, disons, les menées globalistes, enfin, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais enfin, de ces mouvements qui sont supranationaux et qui, sur les époques, n'ont pas forcément les mêmes objectifs, mais qui, à l'époque, l'objectif, c'était de supprimer les grands empires pour pouvoir enchaîner sur le projet européen en France. Troisième chose, c'est qu'il y a eu un vrai combat contre-révolutionnaire et qu'en 1958, il y a une véritable possibilité de restauration en France qui a raté. Et, et enfin, je vais finir sur 2 petits points. C'est un premier point, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que l'État algérien à l'heure actuelle, ils sont complètement fils de la révolution, en fait. Hein. Si on regarde les institutions algériennes, c'est la République française en version algérienne, et ils ont vraiment tout pris de l'anti-France. Alors que c'était pas évident, hein. Ça aurait pu être complètement autre chose. Et l'autre chose, et je vais finir sur ça, parce que ça ouvre sur notre époque, c'est pour revenir sur le fond de l'affaire, parce que ce qu'il faut quand on lit ce livre, moi j'avais fait une maîtrise d'histoire sur l'Algérie, c'était il y a longtemps, et
ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que dans cette histoire de l'indépendance, c'est que ça devenait binaire. C'était soit une indépendance complète, soit ça restait des départements. Mais il était quasiment impensable que ça soit autre chose. Enfin, que par exemple l'Oranie devienne, je sais pas moi, comme la Nouvelle-Zélande ailleurs, un État plus ou moins indépendant, mais confédéré à la France, par exemple. Ce qui aurait été possible, parce que l'État de l'Oranie, enfin, je veux dire, la situation en Oranie n'était pas du tout la même qu'en Constantinois, par exemple. Même si on disait que c'était la même Algérie, ça avait quand même à peu près rien à voir, tant au niveau des populations qu'au niveau de l'histoire locale. Donc il y avait des vraies différences, et il n'y a jamais eu de prise en compte de cette réalité. Et ça a toujours été euh, pris sur le plan idéaliste un peu, donc déconnecté de la réalité et de vouloir plaquer soit un système qu'on disait français, mais qui était quand même très républicain, soit une indépendance qui était tout aussi artificielle sur un pays qui n'avait pas d'histoire et qui n'existait pas en tant que tel. Donc tout était artificiel dans cette histoire, ça m'avait vraiment frappé. Et donc c'est pour ça que ça a certainement aussi mal fini d'ailleurs. Et donc ça c'est un premier point. L'autre point, c'est que ce qui est assez impressionnant, c'est que on se rend compte qu'à l'époque, d'un point de vue, les sociétés étaient encore très constituées, c'était très puissant, mais il y avait vraiment un problème de foi dans les années 50 et 60. C'est-à-dire que, par exemple, alors pour l'auteur de ce livre, enfin pour le protagoniste de ce livre, qu'il a dû le dicter, hein, d'ailleurs, d'un point de vue stylistique, c'est pas très bien écrit, il y a des petites. Mais c'est pas dérangeant, même au contraire. C'est en tout cas une page d'histoire, mais ce qui est très intéressant, c'est que le protagoniste, donc c'est Robert Martel, qui a eu quand même un rôle important, au début ne va pas à la messe. Il disait juste une dizaine de chapelets par jour, et il était excessivement activiste. Et pour lui, en tout cas, ça a été un bonheur, cette guerre d'Algérie, parce que ça lui a permis de se convertir. Et il y a eu des enfants qui ont eu des vocations plus tard, donc ça n'a pas été. Pour lui, ça a été un bien finalement. Mais ce qui est très impressionnant, c'est qu'il est ancré dans cette époque-là d'exclure la religion, alors même qu'il y a des abbés partout, que tout le monde, enfin, qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont à la messe quand même, etc. C'est d'exclure la religion du combat politique, par définition, ou même si on a conscience de ça, de ne pas en parler, de ne pas faire confiance à la providence et de croire que l'activisme va permettre des choses. Parce qu'effectivement, ils avaient des moyens enfin, ils arrivaient à faire des choses incroyables, hein. C'est sûr que quand on serait capable de faire ça, mais d'oublier que ça ne suffit pas. Et donc, c'est pas forcément étonnant qu'à la fin, c'est raté. Et autre chose aussi, et c'est là où on voit la différence entre. Ça pose la question, disons, de la dissidence téléguidée, enfin, disons, de la révolution qui n'est pas simplement du côté de la bien-pensance, tout ça, mais la révolution qui est toujours essaie de reprendre la main, même dans les mouvements, disons, de la dissidence ou conservateurs, tout ce qu'on veut. Et ce qui est très intéressant, c'est que le moment où ça devient impossible, c'est en fait après 1961, avec l'OAS, quand dans l'OAS, il y a deux OAS, en fait, c'est le même nom, mais on se rend compte qu'il y a deux OAS qui disent parallèlement. Il y a l'OAS contre-révolutionnaire, et qui arrête pas de dénoncer les attentats aveugles et les assassinats politiques. Qu'on est pour l'AS, enfin, quand on dit OS, on pense à ça, et ils l'ont fait. Mais en fait, il y avait deux OS qui avaient le même nom. Tout le monde se réclamait du général Salan, mais le général Salan n'avait à peu près aucun pouvoir sur les gens qui se réclamaient de lui. Et en fait, on avait deux OS. Il y avait une OS, en fait, dans son fonctionnement très révolutionnaire, donc qui se vengeait, qui faisait des attentats aveugles, qui faisait comme le FLN en fait contre les populations européennes, donc qui disait à un Européen si vous allez en métropole, même pour les vacances, on fait exploser votre maison, tout ça. Enfin, à la fin, ça devenait vraiment du terrorisme complet, quoi. Enfin, ils utilisaient les mêmes méthodes que le FLN, hein. Le FLN faisait ça avec ses populations. Il disait vous parlez un français, on vous tue. C'était du racket et tout ce qu'on voulait. Bref, mais on ne va pas. Et l'autre OS contre-révolutionnaire s'est battu contre ça, s'est battu contre ce terrorisme et contre
cette volonté de division entre Français, mais avec les indigènes aussi. Et bon, une fois que c'est passé à ce stade-là, bah, c'était devenu fini. Et c'est pour ça que ça a si mal fini, c'est parce que à la fin, c'est devenu vraiment excessivement violent. Hein, le début, l'année 1962 et le début de l'indépendance, c'est un nombre de massacres euh, excessifs. Il y a eu beaucoup de, au moins, on dit, 10 000 Européens, je crois, ont été plus ou moins assassinés, et beaucoup plus d'Algériens entre eux pour régler les comptes pendant la période. Donc voilà, ça a très mal. Euh, voilà. Donc, en conclusion, et je vais finir sur ça, donc c'est une page de notre histoire qui a été douloureuse pour un certain nombre qui est encore très vivace dans la mémoire d'un certain nombre de Français, même de ceux qui n'ont pas vécu, et qui, en tout cas, est très intéressante pour comprendre notre époque, puisque ça rejoint directement sur les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et je pense que cette histoire, enfin, vraiment illustre le combat entre la France et l'anti-France. Et en fait, on comprend très bien, enfin, est un exemple, disons, typique de cette contradiction depuis la Révolution qui existe en France et qui fait euh, que c'est du gâchis sur gâchis qui s'enchaîne et qui ne vient pas nulle part, qui vient d'une opposition entre en fait une pensée révolutionnaire qui veut détruire l'Église catholique et la France catholique et une pensée une France contre-révolutionnaire qui se fait souvent avoir par des faux sauveurs providentiels qu'on pense être des protecteurs de la France, mais qui en fait ont d'autres menées. Et pour finir, ça montre l'importance de ne pas être activiste, même s'il faut faire les choses quand il faut les faire, mais d'avoir une doctrine très claire, avec des fidélités incarnées. Et pour ce qui est de notre problème actuel, c'est que voilà, le gaullisme est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Et ça, tant qu'on n'aura pas dépassé ce problème, pour, parce qu'aujourd'hui, maintenant, ça fait quand même longtemps qu'on est passé. La Seconde Guerre mondiale finit depuis longtemps, et là, la Cinquième République est en train d'être en déliquescence. Bah, je pense qu'il faudrait commencer à comprendre pourquoi la Cinquième République est en déliquescence, et que malgré les illusions d'une monarchie républicaine ou d'une Cinquième République qui semblait se tenir, qui semblait plutôt traditionnelle, etc., en fait, elle était quand même à la base révolutionnaire, et en particulier son origine au début a été cette trahison non seulement de la France, mais surtout des populations que la France avait promis de protéger sur place, parce que c'est aussi et avant tout elles qui ont été victimes de ça, et doublement victimes, parce que d'une part, on leur a pas donné, on a refusé de leur apporter la vérité de l'Évangile, et qu'il y a eu la trahison des serments qu'on les a fait de les protéger, comme en Indochine d'ailleurs. Et finalement, aujourd'hui, on a importé, ça c'est, ma grand-mère me disait toujours ça, c'est que, elle me disait, ma grand-mère, elle espérait se tromper, mais qu'elle ne voyait pas comment ce qui s'est passé en Algérie française ne se passerait pas en métropole. Donc, en gros, on est en train de reproduire ce qui se passe en Algérie française sur la métropole, et qu'on est en train d'avoir les mêmes problèmes aujourd'hui avec l'immigration massive. Et pour finir, cette immigration massive vient de cette histoire, hein, parce que les protocoles de paix qui ont été faits au moment des accords d'adhésion entre l'État français et l'État algérien permettent à tout Algérien de venir en France comme ça, de prendre la double nationalité. Et c'est bien après De Gaulle qui commence à ouvrir la porte de l'immigration aussi aux autres pays, en mettant en place l'immigration au départ de travail, évidemment, et puis petit à petit, ça s'étend.
Et c'est complètement, donc, tous ces problèmes d'immigration qu'on a à l'heure actuelle, qui ont été excessivement augmentés après par les différents, tous les gouvernements depuis, mais trouve son origine à ce moment-là, en fait. Et donc, merci pour votre écoute, et si vous avez des questions, allez-y. Alors, j'ai première question. Oui. C'est la première fois que j'entends qu'il y avait en Algérie à l'époque une division entre deux statuts, entre les sujets et les citoyens. Concrètement, ça correspondait à quoi cette distinction? Le droit de vote? Les droits de vote. Donc ceux qui étaient sujets n'avaient pas de droit de vote. C'est ça. Et après, alors, j'ai plus les dates, mais ensuite, bon, pendant à partir de 68, enfin, après justement l'arrivée de Gaulle, etc., on a fait genre la fraternisation totale et donner le droit de vote à tout le monde. Alors, en fait, non, ils sont devenus citoyens à partir de 45-46. Il y avait un système de double collège qui faisait que le collège des Européens n'était pas le même, des élus européens n'était pas le même que le collège des élus indigènes, et que le collège des élus indigènes ne pouvait pas aller au Parlement. Parce qu'en fait, c'était la contradiction interne de la République française et de cette égalité débile. C'est que si on partait sur ça, c'était évident qu'il y allait y avoir un problème, puisqu'il y avait 8 millions d'Algériens par rapport à 1 million d'Européens. Et puis de toute façon, la métropole ne voulait pas entendre parler, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait tout d'un coup eu plus 8 millions de citoyens qui auraient pu voter. Donc le tiers de l'Assemblée à Paris aurait été indigène. Donc en fait, ça montre tous les... Et ça a été, par exemple, pour le combat contre-révolutionnaire, ça a été un des phénomènes de remarquer qu'il y a un problème à la base dans les idées de 1789. C'est que cette histoire des droits de vote et d'égalité, pour elle, comme but, comme fin, est juste stupide, parce que ça crée la guerre, en fait. Ça crée la guerre entre les populations, alors que tout ce que demandaient les gens, c'est de vivre en paix, et, et aussi, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est lui, c'était un petit colon, donc et en fait, il dénonce beaucoup les grands colons, enfin en gros, les capitalistes de l'époque, qui sont les mêmes cliques qu'aujourd'hui, que ce qu'on pourrait appeler les banquiers, les Rothschild et les compagnies, qui en avaient absolument, tant qu'ils gardaient leurs biens, qui n'avaient absolument rien à faire, qui n'avaient aucun courage, et puis surtout qu'ils n'avaient rien à faire des gens qui leur étaient employés, qui n'essaient pas d'améliorer la vie de leurs salariés agricoles, etc., et qui ne s'occupaient pas bien, voilà, qui disait qu'on ne va pas améliorer la vie des indigènes qui travaillent chez les agricoles parce qu'ils avaient déjà un salaire plus élevé que le journalier agricole en France, enfin en métropole, ce qui était vrai. Mais ça ne changeait rien au fait qu'il fallait faire des choses et qu'il y en a qui le faisaient en fait. Donc il y avait des vraies différences locales aussi. Mais enfin, en tout cas, pour revenir sur la fin, c'était surtout le droit de vote qui posait problème. En fait, sur les droits, et c'est là où il y a eu le point de non, je ne sais pas quand il y a eu de point de non-retour, mais je pense qu'un des points de non-retour, c'est les années 30. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 1914-18, il y a eu beaucoup d'Algériens, enfin d'indigènes, qui se sont battus sous les drapeaux. Donc il y en a eu, et il y a eu à peu près 45 000 qui sont devenus citoyens à ce moment-là. Et dans les années 20-30, il y a eu encore ces sortes de promesses, enfin il y a eu un vrai espoir de... Et après tout cela, on devient des nationalistes et ils vont aller vers l'indépendantisme après. Mais au début, ils étaient ni indépendantistes ni nationalistes. Ils demandaient juste d'avoir l'égalité de droit, comme l'avait promis la République depuis 50 ans, mais qu'ils ne le faisaient jamais. Parce que ce n'était pas réaliste, parce que le faire aurait créé des problèmes. C'est là où on voit cette sorte d'hypocrisie républicaine depuis 1789. Enfin, on fait des promesses bien jolies et tout ça, mais qui sont complètement irréalistes. Donc en fait, après, ils les tiennent pas. Donc tout le monde est mécontent. Et à la fin, ça se termine pas bien, quoi. Oui. Oui, je vous en prie. Une autre question, c'est sur le putsch de 1961. Donc vous avez mentionné que le putsch de 1858 s'est fait par un mouvement populaire et qu'ensuite ce mouvement populaire a confié la direction à l'armée, d'accord? Comment s'est passé le putsch de 1961?
Alors, oui, alors 1958, on l'appelle pas putsch, mais en fait, c'est véritablement un coup de force à proprement parler, c'est-à-dire que c'était pas prévu, et qu'il y a vraiment une poussée de la population qui prend le gouvernement général, donc qui était je sais pas, l'équivalent du palais de l'Élysée ou de l'Assemblée nationale là-bas sur Alger, et l'armée est prise dedans et on dit on prend tout et on va vous protéger. Ils font un serment. Tous les officiers font le serment de protéger l'Algérie française et de ne qui resteront jusqu'à que ça soit réglé et qu'ils resteront là tant qu'à Paris, ils n'ont pas réglé la chose. Mais c'est pas allé jusqu'à un coup de force en France. Il y a eu un accès immense et c'est là où ils ont été obligés de changer de régime, du côté Paris. Et ce qui est fou, c'est que le rappel de De Gaulle s'est fait à ça. Ce qui est fou, c'est qu'en Algérie, du fait de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle n'était pas apprécié dans l'opinion, hein, parce que c'est Marcel Kibir. Moi, enfin, les Anglais qui coulent le fleuron de la marine française avec la bénédiction de De Gaulle qui est à Londres à l'époque. Et puis le fait que De Gaulle soit parti chez les ennemis héréditaires anglais et pas dans les colonies qui étaient excessivement puissantes. Et puis ensuite, après tout ce qui s'est passé après la guerre, avec cette sorte de mise sous le boisseau de tous ceux qui ont combattu sous les drapeaux dans les colonies, le général Leclerc, les colonnes Leclerc, qui ont fait la guerre aux côtés des Alliés en Italie jusqu'en Allemagne. Oui, oui, mais alors qu'il n'y avait que les résistants en métropole, comme si c'était rien passé dans la colonie. Bon, bref, il n'était pas tenu dans son cœur. Et ce qui est fou, c'est qu'au moment où il y a cette insurrection populaire, à part le général Salan, qui était connu pour ses idées, pour être un vrai général, quand même contre-révolutionnaire dans ses idées, tout son entourage est tout de suite noyauté par des gens très gaullistes, dont le général Massieu en particulier, mais d'autres aussi. Et in extremis, devant la pression autour, et parce qu'en fait, on avait fait aussi des campagnes d'opinion. C'est là où on voit déjà toute cette histoire de campagne d'opinion. Salan avait été traîné dans la boue depuis des années, depuis 1954. Il n'était pas aimé par la population d'Alger, en fait. Et donc, il était tout seul, Salan, à part quelques-uns comme Robert Mattel qui le soutenait, mais tous ces gens-là, dès qu'il y avait des décisions importantes, ils étaient exclus parce qu'ils étaient trop catholiques, trop contre-révolutionnaires. Et ben, dans son discours, il a dit vive De Gaulle, et ça a ouvert la porte après, tout le monde s'est engouffré là-dedans, et voilà. Mais donc, votre question, c'était le putsch de 61. Donc, en 61, donc, tout de suite, donc 58, là, vraiment, il se passe quelque chose en 58. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute la population indigène qui se rallie à la France, en fait. Le FLN disparaît. Ils n'arrivent plus à racketter. L'armée leur donne tous les moyens. Ils reprennent vraiment le contrôle. Ils sont plus. Ils reprennent les moyens. Et là, la guerre se gagne sur le terrain. 58, 59, 60. Sauf que dès 59, en gros, c'est De Gaulle. C'est vraiment voilà, par excellence, qui petit à petit, il fait semblant, voilà, de dire je vais vous protéger, puis petit à petit, en fait, les éléments les plus qui sait, qui ne peut pas contrôler, il mute. Et ensuite, à partir de 59, il fait un discours où là, on comprend, ça va être fini. Il fait le discours d'autodétermination avec tout un tas de. Enfin, à chaque fois, c'est aussi ces histoires d'utiliser des vocables qui n'ont aucun sens pour faire passer la pilule. Mais en gros, dès septembre 59, on comprend avec l'autodétermination et le fait que le vote a été donné à tout le monde, que c'est fini, qu'il va y avoir un vote et que le vote va forcément voter l'autodétermination, qui va être forcément l'indépendance. Or, soi-disant, avec les Européens qui vont rester sur place, soi-disant, pas de loyauté. Et donc, à partir de là, sur place, on comprend qu'il y a un problème, mais il est tellement habile, De Gaulle, qu'il a réussi vraiment à noyauter l'armée à son plus haut niveau. Et donc là, il va se passer quelque chose en 60, 24 janvier 1960, c'est les barricades. Parce que jusque-là, jusqu'en 1960, tous les mouvements Algérie française n'ont pas fait couler de sang,
il n'y a pas eu de sang qui a été coulé entre les autorités et les Européens, et tous ces mouvements algériens français n'ont pas fait non plus couler de sang indigène. Il y a eu juste des attentats FLN, mais il se passe quelque chose en 1960, c'est les barricades à Alger, début 1960, où il y a une essor, où en fait, ils veulent reproduire l'Algérie, les mouvements algériens français, enfin, sur place, on veut refaire un 13 mai 1958. Et ça, le pouvoir le sent venir depuis après donc septembre 1959. Là, il y a aussi une guéguerre. C'est très intéressant entre contre-révolution et révolution. Toutes les manœuvres du pouvoir veulent accélérer, veulent faire que cette insurrection populaire arrive le plus vite possible et que ça tombe dans la provocation. En fait, ils veulent que du sang coule. Alors que par exemple, c'est les mouvements de Robert Martel qui s'appelait MP13, donc Mouvement populaire du 13 mai, eux disaient non, non, il faut attendre. Là, janvier, février, c'est trop tôt. Il faut au moins attendre le printemps parce qu'en métropole, en 1960, il y avait des mouvements poujadistes qui allaient faire des manifestations dans toute la France. Donc si ça s'était passé par exemple au printemps et pas en janvier, la situation politique aurait été très différente. Mais ça se passe fin janvier. Et là, la police a tiré sur la population algérienne, enfin sur la population européenne d'Algérie. Il y a eu 150 morts, quelque chose comme ça. Et là, à partir de là, il y a une sorte de divorce qui se passe complet entre les autorités, pas simplement les autorités de Paris qui font des manœuvres derrière, mais vraiment entre les autorités sur place et ça. Et après ça, comme il y a eu insurrection, ça devient le prétexte pour dissoudre tous les mouvements civils qui existaient dans la population en Algérie, donc dont celui qui fait partie. Donc tout cela rentre dans la clandestinité et d'arrêter plein de gens, de muter et de dégrader tous les militaires qui posaient problème. Et là, il y en a un renouvellement beaucoup plus rapide de toutes les têtes. Et donc, ça se pourrit en 1960. Et en gros, en 1961, mais malgré ça, ils n'arrivent pas à contenir la chose. C'est-à-dire que malgré ça, il y a plein d'unités, il y a plein de compagnies, il y a plein de régiments qui sont incontrôlés par le pouvoir à Paris. Et donc, la question, c'est que voilà, le push, refaire, en fait, la seule possibilité réaliste à l'époque pour faire en sorte qu'il y ait un changement politique, c'était de refaire ce qui s'est passé plus ou moins en mai 58. Donc, c'est faire un putsch. C'est-à-dire que vraiment, l'armée là, prenne le pouvoir et menace Paris, aille sur Paris s'il le faut. Et ça a été donc prévu et comment dire, ça a été planifié, alors qu'en 58, c'était pas du tout planifié. Avec un quarteron de généraux, donc il y avait Salan, Zeller, Jouot et Chal. Voilà. Salan et Jouot après se rendent dans l'OS. Chal était en fait très républicain. C'est toujours le problème de l'infiltration de ces mouvements par des gens qui sont en fait pas contre le pouvoir en soi. Bref, et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est fait, ça s'est fait, tout a été pris en Algérie, tous les endroits importants étaient pris en Algérie, il y avait même un plan de débarquement en France, mais en fait, le renouvellement de tous les officiers avait été tellement profond qu'il y a toute une partie, la cause, je ne sais pas exactement, mais il y a une faiblesse des généraux, et en particulier du général Salan, qui n'a pas su prendre les mesures et qui n'a pas su faire le lien avec les civils pour confirmer le putsch. Donc il y a eu vraiment un moment de surprise, et pendant 3-4 jours, tout était possible. Et puis, il y a eu ce refus de faire la fusion avec les mouvements civils, qui étaient armés. Hein. Il y avait des unités territoriales qui avaient des blindés, enfin... il y avait plein c'était sérieux, c'était pas juste des gens avec des fourches, quoi. Hein, c'était une vraie. Voilà. Il y a eu ça. Et puis ensuite, après, les régiments, il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas suivi. Hein, et quand il a manqué de décision en haut, il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas suivi. Après, il y a De Gaulle qui a fait son discours en disant, en gros, si vous suivez, vous serez en cours militaire, en cours martial,
et vous allez passer au pilori, quoi, hein, c'est ça. Et ben, ça fait foot et tout le monde est parti. Et après ça, c'était quasiment fini, hein, on peut dire. C'était pas complètement fini. Alors, il y avait encore des unités qui auraient pu prendre Alger et tout ça, mais voilà. Parce que l'autre chose, l'envoi du contingent en Algérie a été à double tranchant, en fait, hein, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'armées en Algérie, mais l'envoi du contingent a dissous, disons, euh, euh, a pas assaini l'armée telle qu'elle était, puisqu'on a envoyé tout un tas de personnes qui n'avaient rien à voir avec l'Algérie, qui n'avaient pas forcément envie de se battre pour une contrée qu'ils considéraient qu'elle n'était pas chez eux, et qui a permis de renouveler aussi, enfin d'envoyer tout un tas d'officiers qui n'avaient pas ni vécu l'Indochine avant, et qui n'avaient pas de lien avec les populations locales. Parce que vraiment, le régime avait vraiment peur de l'armée là, à ce moment-là, hein. Ça a vraiment été un coup de force en 58 et si c'était pas un De Gaulle, mais si ça avait été un type à la Franco, ça aurait été complètement différent. Voilà. Mais c'est vrai que le climat était vraiment délétère, comme je disais, par rapport au fond. Et donc voilà, le push d'Alger a fait foot en fait. Du fait d'un manque de décision des généraux qui ont qui n'ont pas voulu finalement aller jusqu'au bout. Il y avait vraiment ce côté un peu légaliste, j'allais dire, qui a quand même existé même pendant le putsch. Et juste au moment où le moral était en train de fléchir, parce qu'il y avait déjà énormément d'épuration dans l'armée qui était faite depuis 1 an et demi, hein, bah, De Gaulle arrive avec son discours, et là, tout le monde se carapate, en fait. Voilà. Oui. Oui, personnellement, je pense que c'est une des grandes faiblesses de l'armée et que je ne crois pas beaucoup en l'armée pour faire des changements politiques à cause de leur formation, mentalité qui est trop qui est trop légaliste souvent. Enfin bon, c'est un autre sujet. Oui, Ma dernière question, c'est concernant le poujadisme. J'avoue que je connais le mot, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire en réalité. Voilà, c'est un monsieur, son prénom, mais c'est un monsieur Poujade qui a fondé ce mouvement. Alors, ça a commencé en 52, je crois, 53. C'était Benjamin Le Pen a été un député de Poujade. Il était tout jeune, je sais plus quel âge là, c'est ça, il avait 4 ans, 25 ans. Oui, il était très jeune. C'était le plus jeune député de toute l'histoire. Et ce mouvement de Poujade, alors c'est Poujade qui a, on l'a appelé le poujadisme après. Mais en fait, ça s'était vraiment fondé comme ces réseaux, comme là-dedans, c'est sur des réseaux naturels. C'était pas du tout un parti politique, c'était les réseaux des paysans, les réseaux des petits commerçants, les réseaux des petits boutiquiers, très ancrés dans leur région d'ailleurs. D'abord, ça commence par les provinces, par les régions. Et en fait, c'est Poujade qui a réussi à fédérer un peu tous ces mouvements qui partaient localement, parce qu'ils étaient tous mécontents. Qui venaient du sud-ouest d'ailleurs, qui étaient tous mécontents parce que tout ce qui se passe dans les années 60 après 70 était en germe là. Le grand capital, le remembrement des campagnes, l'industrialisation de l'agriculture, les grands commerces qui vont tuer tous les petits commerces, tous les petits paysans, tout ça. Ben, c'est la résistance de toute cette France-là, de toute cette France d'avant la Révolution, en fait, qui n'avait pas changé son mode de vie depuis 1500 ans, qui se soulève à ce moment-là, en fait, hein, et qui résiste politiquement en France, et ça arrive concomitamment avec l'Algérie française. Et ce qui est fou, c'est que ces deux choses ne se sont pas du tout rencontrées. Et, voilà. Et donc, Poujade a été le dernier mouvement, peut-être politique, qui n'était pas artificiel. Ça partait vraiment des structures, des sociétés naturelles en France, quoi. C'était pas devenu un parti. C'était je sais plus comment c'était dénommé, mais c'était des fédérations et tout était, ça venait des structures locales, des corporations, des gens qui se connaissaient, des liens d'amitié. Et c'est exactement ce qui se passe en Algérie. Ils n'auraient jamais pu résister aussi longtemps jusqu'en 62, voire même, il y en a certains qui durent, mais jusqu'en 63, 64. À partir des années 60, tous ceux qui ont été impliqués dans ce qui s'est passé en mai 58 ou quoi, ils vivent tous en clandestinité. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ne se font pas attraper. Alors que tout le monde se connaît, quoi. Enfin, donc, ça veut dire qu'il y avait des vrais amis, des vrais gens qui cachaient et qui parlaient pas.
n'avait pas froid aux yeux, quoi. Hein, mais, voilà. Et donc Poujade, c'est ça, c'est le mouvement de tous les petits paysans, petits artisans, petits boutiquiers, qui, avant cette grande vague des années 70, là, de leur dissolution annoncée, qui se soulève. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que tout ça se passe juste avant le concile, quoi. C'est un peu le dernier mouvement de la France profonde avant la victoire complète de tout ce qui est révolutionnaire dans l'Église et hors de l'Église. Et dans les mémoires de Jean-Marie Le Pen, c'est très intéressant parce qu'il décrit dans les années 50 ce pourrissement parmi les catholiques entre les catholiques qui sont plus tard les catholiques de la tradition et ces catholiques libéraux qui sont communistes en fait quasiment. Et par exemple, c'est un des aspects pourquoi Jean-Marie Le Pen lui ne s'est pas du tout converti pour le coup. C'est parce que il devait se battre dans son combat politique contre des gens qui se disaient catholiques. Alors c'était moins vrai, j'ai l'impression, en Algérie quand même. En Algérie, il y avait quand même il y avait moins ces catholiques libéraux-là. Mais bon, mais l'épiscopat était complètement aux ordres, était complètement comme l'armée et les généraux, ils étaient complètement soumis au pouvoir, quoi. C'est le ralliement total, quoi. Enfin, D'accord, merci bien. si ça a répondu à votre question. Oui, très bien, très bien. D'autres questions? Non, une remarque, c'est que Marine Le Pen ne s'est pas convertie aussi parce qu'il y avait beaucoup de curés de gauche qui étaient hostiles au Front National aussi. Ça, c'est une parenthèse à faire. Voilà. Ouais. Après, pour Marine Le Pen, c'est plus profond que ça même. C'est-à-dire que ce qui m'a marqué aussi, alors Robert Martel, il change au cours, il se convertit vraiment au cours de son histoire. Pour lui, l'Algérie française, c'était vraiment une bénédiction dans ce sens-là, parce qu'il part vraiment de loin hein, au départ. Hein. Mais ce qui est fou quand on lit la vie de Jean-Marie Le Pen, c'est cette sorte de désordre. Il s'est jamais marié, à part, il s'est marié à 3-4 ans, là, ou 5-6 ans, 7 ans. Oui, l'abbé Laguérie. Oui, d'ailleurs, oui. Mais il a toujours vécu en concubinage et clairement, il faisait passer sa famille après ses combats politiciens, ce qui était un désordre. Quand on est père de famille, il faut faire passer d'abord sa famille. Voilà. Donc, c'est pas étonnant que Marine Le Pen est devenue ce qu'elle est devenue parce que, en fait, son père, même s'il avait, disons, naturellement, il avait des idées très claires sur toute cette chose, il avait quand même un désordre dans son combat politique. C'était pas. Mais bon, ça, c'est vraiment la malédiction du XXe siècle, hein, j'ai l'impression. Il y avait cette sorte de l'après-guerre en particulier, mais oui, de désordre, de manque de courage et de perte de foi, quoi. Malgré une société qui se tenait vraiment, quoi. Parce qu'elle était encore charnelle, quoi, la société à l'époque. Et si j'ai bien compris, Henri VI, le roi Henri VI de France, Jacques-Henri, avait pris position contre l'avortement, bien sûr, mais aussi pour l'Algérie française. Oui, je pense bien, oui. Oui. Et ça n'a pas été dit, mais bon, c'est pas grave, c'est pas non plus. Oui, c'est important. Oui. Vous avez conscience. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui est marquant aussi. C'est un contre-révolutionnaire, mais qui n'a pas conscience du tout de l'existence des rois légitimes, quoi. C'était ça, c'est avant les années fin des années 70, entre Maurras et la fin des années 70, le roi incarné, on ne le situe pas. Donc ils sont dans une sorte de situation impossible, c'est-à-dire qu'ils sont très contre-révolutionnaires, très royalistes, mais le seul prétendant qu'on leur offre, c'est l'orléaniste qui est le pire des révolutionnaires, quoi. Donc, pas un combat facile à leur époque. Tout à fait. Plus facile pour nous dans ce sens-là. C'est plus facile, oui. Même si on a pris les moyens qu'ils avaient. C'était peut-être au début aussi d'une époque où ça commençait d'être vraiment baigné dans le matérialisme. C'est le début, mais pas encore tout à fait. Ouais. Oui, mais ça commence quand même à arriver massivement et ils ont cet appel d'air qui fait que ils mettent le reste à côté. Effectivement. Ouais. Bah, c'est ce que dit c'est pour ça moment, que je vois ce que tu disais où l'activisme ne va jamais rien faire, mais eux ils nous le prouvent. Ils nous le prouvent en faisant ce qu'ils
ils ont cru trop au matérialisme et à l'activisme. Et Oui, bon, enfin, voilà, il pensait que juste par des manœuvres, ça peut se régler. Ce qui est très intéressant, c'est que il le comprend assez vite, Robert Martel, et que dans son combat, et justement le 13 mai 1958, se passe au-delà de cet activisme. C'est-à-dire que c'est pas les actions. Enfin, on voit franchement, quand on a la foi, on peut voir qu'une main providentielle. C'est que là, il se passe quelque chose dans le 13 mai 1958 qui n'était pas prévu, qui n'était pas planifié, et qui a été vraiment une occasion qui était donnée, quoi. Et, tout de suite, il se bat contre cet esprit oui, activiste dans le sens de ces combats d'orgueil de ceux qui veulent prendre le pouvoir, mais je veux dire même dans la dissidence, enfin qui veulent noyauter eux-mêmes la chose pour etc. Ou parce que ce qui se passe aussi, et ça il faut en avoir conscience, c'est très important pour notre temps, c'est que dès qu'il y a un mouvement qui commence à devenir important, il se fait attaquer, il se fait, je veux dire, noyauter, c'est-à-dire que on va venir voir les gens importants, on va dire ah si on va vous donner une place, pourquoi pas, et puis comme ça vous rentrez un peu dans le sérail, et puis vous aurez une vie sympathique, et puis mais vous restez comme ça, vous dites comme ça ceux qui sont dessous, voilà, ils vous croient, et puis ils continuent, et puis ça canalise un peu le truc. Donc c'est difficile de, enfin c'est facile de se faire corrompre, quoi, parce que ça va vite. Ça va vite. Surtout dans une voilà, et surtout, on le voit aussi, c'est que le moment de non-retour là-dedans, c'est quand il y a le sang qui coule. Parce que voilà, quand on commence à faire, ouais, quand on commet des crimes comme ça qui sont immenses, c'est beaucoup plus compliqué de faire machine arrière. Et de souvenir, c'est Mitterrand qui a fait couler le sang d'Algérie la première fois. Non, pas spécialement. Il était ministre. Oui, mais c'est lui qui a donné l'ordre aux barricades de 1960. Exactement. J'ai souvenir de ça. Peut-être, je sais pas. Je sais pas si c'est lui qui. Enfin, en tout cas, les policiers ont tiré sur la foule, les gendarmes mobiles, le CRS. Moi, ça rappelle des souvenirs parce que j'ai fait un livre pour tous. Alors, ils n'étaient pas encore à balles réelles, mais c'est très intéressant là-dedans où on voit très bien que pour le coup, il y a une différence quand même entre l'armée et la police et les gendarmes. C'est que les policiers, ce sont jamais les amis de la France. Ce sont toujours les vendus du pouvoir. Et même s'ils disent le contraire, hein, ce qui est très intéressant, c'est que quand il se fait arrêter, tout ça, et après il se fait relâcher, tous les policiers vont lui dire ah, on aime votre combat, qu'est-ce que vous faites là, vous ne devriez pas être là, mais enfin, tout le monde, ils ne font rien pour le laisser s'échapper ou pour quoi que ce soit, quoi. Donc ça ne change pas aussi, hein, depuis Fouché jusqu'à maintenant. Voilà. Et effectivement, l'armée, comme vous disiez, M. Labbé, aujourd'hui c'est fini, hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un manque de courage phénoménal, mais en tout cas, c'est vrai que d'un point de vue pratique, de façon réaliste, c'était la seule possibilité certainement de sortie. D'ailleurs, ce qui s'est passé en Espagne en 1936, finalement, hein, mais bon, l'Espagne n'avait pas été travaillée aussi profondément par la pensée révolutionnaire qu'en France, ça c'est clair. D'autres questions? Emmanuel, peut-être? Ou pas? Non. Bon. Je propose qu'on conclue. Oui, très bien. D'accord. Très bien, prions. Ouais, tu. Ah. Emmanuel, oui? Paul, mais je suis désolé, je suis en train de rouler. Je suis en voiture, je suis à Charleville-Mézières. Ah, la route vers Reims. Ah, bah c'est bien, ouais. C'est bien. Je vais à Reims, ouais. Voilà. Donc, très bien. On pourra en discuter quand on sera de retour. Bon, bah, je propose de. Oui, il y a le son qui coupe. Ouais. Bon, très bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prière de conclusion. Sous votre miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Nos prières, ne les méprisez pas dans les nécessités, mais du danger, délivrez-nous, vous seul pur, seul béni, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.